Je suis contre. La table ronde. Et oui, la France, son magnifique patrimoine architectural, ses châteaux, ses églises, ses paysages et ses couchers de soleil. La France compte plus de 40 000 monuments classés, 8 000 musées. C'est donc un patrimoine, une richesse que de nombreux pays nous envient. Ah, mais il y a un petit problème, c'est que leur coût d'entretien pousse l'État français à s'en débarrasser et à se débarrasser de biens insolites. Et là, dernièrement, une ancienne caserne de 5000 mètres carrés avec arcade à 100 mètres du château de Versailles et bâtie sous Louis XIV sera peut-être bientôt aux mains d'investisseurs émiratis. Et ce dernier, en tout cas, sont en lice pour le rachat de ce couvent. Donc, c'est le couvent des Récollets qui est propriété de l'armée française depuis le 19e siècle. Et voilà que il est possible, en tout cas, l'agence publique Business France Invest ne s'en cache pas. Elle cherche à vendre ce bien à des étrangers et, si possible, les Émiratis en tête. L'agence Business France explique qu'on cherche des investisseurs pour développer un projet hôtelier et touristique. Le golf est le lieu pour trouver des investisseurs dans l'hôtellerie, ne cache pas Marie-Cécile Tardieu de Business France Invest. Alors voilà, en plus, il se trouve qu'avec les JO de Paris 2024, Versailles estime avoir du coup un nouvel atout dans sa poche. Acquérir ce joyau, c'est entrer dans l'histoire de France, décrit fièrement la plaquette de vente de ce bien immobilier. Alors, est-ce qu'on va vraiment finir par vendre tous nos plus beaux, nos plus beaux morceaux de patrimoine français aux Qataris, aux Émirats Arabes Unis? C'est la question de notre table ronde. Et pour en parler, je suis avec Laurent Izard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes normalien, agrégé de l'université en économie, en gestion, diplômé en droit de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous avez écrit La France vendue à la découpe. Et puis nous sommes également avec Jean-Pierre Marongiou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, entrepreneur. Oui, conférencier, écrivain français. Et vous avez été installé au Qatar et vous avez même été emprisonné là-bas près de 5 ans dans ce pays. Vous avez raconté d'ailleurs dans de nombreux livres cette terrible histoire. Je crois qu'on peut citer Incarcéré aux éditions des Nouveaux Auteurs et Captif avec un Q, un Français otage du Qatar aux éditions des Nouveaux Auteurs aussi. Vous aviez aussi d'ailleurs écrit Aussi noir que soit ma nuit, je reviendrai vers toi, toujours même édition. Alors voilà, à vous deux, je vous pose cette question aujourd'hui. Pourquoi les Qataris et les Émiratis rachètent-ils aujourd'hui en masse le patrimoine français? Laurent Izard commence. Je peux peut-être commencer. Oui, allez-y, Laurent Izard. À mon sens, il y a deux raisons principales. La première, c'est une question de potentiel financier. Les Qataris et plus généralement les grandes familles du Golfe disposent d'un potentiel financier extraordinaire et cherchent à diversifier et à étendre leur patrimoine. D'autant plus qu'ils sont tout à fait conscients que la manne pétrolière cessera un jour. Et du coup, les investissements ne correspondent pas seulement à des investissements de prestige. Il y a aussi l'idée de développer un patrimoine économique qui pourra être exploité ultérieurement. D'accord. Jean-Pierre Marongiou. Oui, moi je vais être un petit peu plus radical. Alors bien évidemment, il existe le besoin de faire fructifier cette manne qui ne va pas durer éternellement. Dans le cas du Qatar, que je suis quand même beaucoup plus proche des stratégies économiques du Qatar que celles de l'Émirat ou de l'Arabie Saoudite, parce qu'il ne faut pas oublier la Turquie et d'autres pays également qui investissent lourdement en France. Le Qatar, c'est carrément une stratégie politique qui est liée à un État mafieux. Quand on dit le Qatar, on a tendance à considérer l'État, le pays. En fait, on a affaire à un groupe de gens qui, dès 2010, ont décidé de sortir la richesse nationale du pays, du Qatar, pour l'exporter à l'étranger et se créer un patrimoine faramineux à travers l'acquisition d'abord, bien sûr, de patrimoine et des joyaux européens, mais également d'entreprises, de sociétés et de l'économie. Ça, c'est la première partie. Donc, on n'a pas affaire à un État, on a affaire à un groupe de personnes qui sont actuellement au pouvoir au Qatar, c'est vrai, mais qui ne représentent pas les Qataris. Et actuellement, il existe un contre-pouvoir qui est basé à Londres, qui s'appelle Al-Thani Human Rights, qui mène le combat pour justement dénoncer les pratiques de ce pays-là. Ensuite, en 2010, donc, le Qatar devient propriétaire de ses ressources énergétiques. Précédemment,
ça appartenait aux Américains et aux Français qui ont développé ces ressources-là et qui se sont payés sur la bête. À partir de 2010, le Qatar devient un pays extrêmement riche, à l'époque le pays le plus riche du monde, par le gaz et par le pétrole. En 2012, les frères musulmans, entièrement financés par le Qatar, décident une stratégie d'islamisation de l'Europe en se servant de la France comme marchepied et de l'Angleterre comme outil financier. Donc le Qatar s'est lancé dans une conquête qui n'a plus rien à voir avec le goût de l'art ou le goût du patrimoine immobilier. C'est carrément une attaque en règle politique et menée par un groupe mafieux. Mais c'est très fort ce que vous nous expliquez, mais donc comment on peut passer de l'achat de patrimoine, par exemple versaillais, à une conquête islamiste? Alors, bien évidemment. Oui. Par quel jeu d'influence cela fonctionne-t-il? Alors, l'influence, c'est toujours la même, c'est celle des valises pleines et des couloirs. Les salles d'enchères sont dirigées par des gens qui sont souvent peu regardants sur les à côté. Ensuite, il s'agissait d'établir une image forte du Qatar. C'est le soft power qui s'est créé de 2012 à 2015. Et qui maintenant a pris une ampleur pas possible. Alors on cite le patrimoine parce que c'est ce que l'on voit, c'est des murs, c'est de la richesse artistique et de la richesse culturelle, mais il faut voir la nébuleuse des participations qataries dans l'économie française, dans les grands groupes, dans les entreprises, dans les presses, dans les médias, dans le luxe. Aujourd'hui, plus personne ne peut parler parce que le Qatar a arrosé tout le monde, à gauche et à droite, et aujourd'hui tout le monde est sous une omerta mafieuse. Autre chose à dire, c'est que ces gens-là, ce groupe de personnes qui dirigent et qui vident le Qatar de sa substance, ont pour projet de s'installer durablement en Europe, notamment en Suisse, où ils ont acheté des territoires incroyables. On les connaît, ils sont nommés et ils sont aujourd'hui sous l'effet de la justice française, puisque une plainte a été déposée hier par Altani Human Rights et par moi-même contre l'ex-procureur du Qatar, pour justement détournement de fonds et usage politique, islamo-politique de ces richesses-là. Et donc on est en plein cœur du dossier judiciaire là avec vous. Complètement. Alors, vous avez entendu aussi Laurent Izard, ce qu'expliquait Jean-Pierre Bandu. Est-ce que vous avez aussi beaucoup travaillé sur la France à la découpe? Il y a le côté, évidemment, pourquoi le Qatar et puis d'autres pays et d'autres élites viennent chercher des éléments du patrimoine français, mais pourquoi la France s'en défait? Alors, déjà, malheureusement, le Qatar n'est pas le seul investisseur en France. Notre patrimoine est racheté par petits bouts par différentes familles et différents États qui est provenance des pays du Golfe, mais pas seulement, aussi par des investisseurs américains, chinois, japonais ou autres, ou européens. Alors, pourquoi la France? Alors, il y a plusieurs raisons. La France, c'est un pays qui jouit d'un grand prestige partout dans le monde. Et c'est un pays qui est considéré comme stable, donc tout à fait accueillant pour les investisseurs étrangers. Pour ce qui concerne le patrimoine immobilier, il faut bien comprendre par exemple que différents investisseurs, principalement en provenance du Golfe, ont racheté de nombreux immeubles avenue Foch, des hôtels particuliers de prestige, et en particulier l'hôtel Lambert sur l'île Saint-Louis, l'hôtel d'Évreux, place Vendôme. Les investisseurs étrangers se sont aussi offerts la plupart de nos palaces. Le sultan de Brunei a acheté le Plaza Athénée, l'hôtel Meurice. Le roi de Bahreïn a acheté l'hôtel Bourbon-Condé. Et de nombreux châteaux aussi ont été achetés par des investisseurs étrangers. Alors, il y a un côté prestige, il y a un côté placement financier, et puis il y a effectivement, c'est le cas pour le Qatar, un côté influence qui est évident, recherche d'influence. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je parlais tout à l'heure de potentiel financier, il faut savoir par exemple que l'Arabie Saoudite est en train de monter un fonds souverain, c'est-à-dire un fonds d'État, qui sera à terme doté d'un potentiel de 2000 milliards de dollars, et qui interviendra pratiquement dans tous les grands investissements qui pourront se faire dans le monde. Mohammed Ben Salman a dit que rien ne se ferait sans la participation des investisseurs saoudiens. Donc on est face à un processus global en réalité d'acquisition de notre patrimoine,
et nous assistons très passivement à cette perte de contrôle. En fait, j'ai quand même une question parce que peut-être un peu naïve. On se dit qu'en attendant, on a des bâtiments en France qui, pour certains, peuvent aller jusqu'à la déshérence, finir en ruine, tandis que finalement là, on a des mannes financières qui viennent entretenir des bâtiments, peut-être en faire des hôtels. Mais de toute façon, le patrimoine reste là où il est. Donc, est-ce que c'est si mal que des investisseurs étrangers viennent en attendant, on va dire un peu vulgairement, retaper des morceaux de patrimoine français qui sont de toute façon en France mal entretenus? Laurent Izard. Alors, ils sont en France, pour certains mal entretenus. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens d'entretenir tous les bâtiments historiques et les monuments de prestige que nous possédons. Alors, pourquoi c'est mal? D'abord parce que nous ne bénéficions plus des mannes financières liées aux investissements qui sont réalisés dans le patrimoine. Une grande partie de ce patrimoine est un patrimoine économique autant que culturel. Et donc, il s'agit d'investissements dont on se prive. Et puis, il faut bien comprendre une autre chose aussi, c'est que une grande partie des investissements qui sont réalisés par les investisseurs étrangers ne profitent plus, in fine, aux Français. Vous voyez, lorsqu'il s'agit par exemple, de créer ou de rénover un hôtel, on peut penser qu'il y a des externalités positives pour la France. Il peut y avoir des clients français, il peut y avoir des salariés français qui travaillent. Mais lorsqu'il s'agit du rachat d'un château par un membre de la famille saoudienne, le château, les Français n'en bénéficieront plus. Ils ne le reverront plus, et ce pendant des dizaines d'années, alors que le château, bien souvent, n'est pas occupé. D'accord. Et encore une question. Je voudrais rajouter quelque chose. Allez-y. Je voudrais rajouter quelque chose, notamment sur l'utilisation du patrimoine. Monsieur citait l'hôtel Lambert. Cet hôtel Lambert a une histoire. Il a été racheté par le Qatar. Et le Qatar a décidé de faire des travaux énormes à l'intérieur de cet hôtel, travaux refusés par le maire Bertrand Delanoë à l'époque, à tel point que l'émir du Qatar a fait pression sur la présidence pour que ces travaux puissent être réalisés. Et M. Delanoë a dû se déplacer à Doha et venir faire amende honorable et signer lui-même l'acte de modification à l'intérieur. Et en fait, durant ces travaux, l'hôtel Lambert a brûlé parce qu'il s'agissait de dénaturer l'intérieur, de déconnecter des poutres principales. Et donc aujourd'hui, l'hôtel Lambert ne bénéficie plus ni à la France ni au Qatar. Non, non, non. La table ronde. Et pourquoi on parle de patrimoine français vendu à la découpe? C'est parce qu'il serait question du rachat du couvent des Récollets, un bâti sous Louis XIV, près de Versailles, à côté du château de Versailles. Et il se trouve que l'agence publique Business France Invest elle s'occupe de vendre ce bâtiment et pourquoi pas aux Émiratis. Voilà, on en parle avec Laurent Izard, normalien, agrégé de l'université en économie et gestion, diplômé en droit de l'université Paris Panthéon-Sorbonne, qui a écrit La France vendue à la découpe chez l'Artilleur, édition l'Artilleur, et Jean-Pierre Marondju, ingénieur, entrepreneur, conférencier, qui a travaillé au Qatar pendant de nombreuses années, qui était emprisonné là-bas. Ce sont des récits absolument poignants que vous pouvez retrouver dans ses livres. Carcéré avec un Q aux éditions des Nouveaux Auteurs, Captif avec un Q, un Français otage du Qatar, toujours aux éditions des Nouveaux Auteurs, et Aussi noir que soit ma nuit. Je reviendrai vers toi. Nouveaux auteurs également. Alors, sur la question que je commence à vous poser, Laurent Izard et Jean-Pierre Marondju, notamment sur le rôle des maires. Alors, je peux peut-être commencer. Allez-y, Laurent Izard, oui. À l'évidence, les maires ont un rôle à jouer dans la défense de notre patrimoine. Et je connais un certain nombre de maires qui mènent un combat fantastique pour défendre certains éléments historiques et pour entretenir notamment des éléments du patrimoine religieux. La difficulté, là encore, elle est de nature financière. C'est-à-dire que nos maires n'ont souvent pas les moyens d'entretenir leur patrimoine. Alors parfois, ce patrimoine est malheureusement laissé en déshérence. C'est le cas d'un certain nombre de bâtiments publics, mais aussi d'édifices religieux. D'autres fois, les bâtiments sont rénovés et transformés, je dirais. Alors, quelque part, ça peut paraître terrible de transformer une église en bibliothèque ou en salle de cinéma ou en hôtel, mais c'est malheureusement le sort d'un certain nombre de bâtiments. Là encore, les moyens financiers ne sont pas toujours suffisants et il y a un besoin de donner une vie économique à certains bâtiments qui ont une nature avant tout culturelle. Tout à fait. Jean-Pierre Marondju.
Oui, moi, je voudrais rajouter deux choses. Bien évidemment, l'entretien de tels monuments qui sont le cœur de la culture française et qui sont le cœur de notre patrimoine et qui sont aussi des repères sur notre histoire, c'est pas innocent de vouloir s'en séparer à l'époque où la mondialisation fait que l'on perd toute souveraineté sur notre culture et sur notre patrimoine historique. Premier point. Deuxième point, M. Izard a évoqué les futurs investissements saoudiens. Il faut bien comprendre qu'il existe une guerre d'influence entre l'Arabie saoudite et le Qatar. Et aujourd'hui, ce sont tous les deux des tribus bédouines qui se livrent à une guerre de territoire. Et c'est à qui aura le plus grand morceau du gâteau européen et notamment français. Ensuite, en ce qui concerne les maires, en ce qui concerne les maires, bien évidemment, les maires ont un rôle important à jouer, mais quand on parle d'investissement majeur, ça passe au-dessus de la tête des maires et au-dessus du président de région. Il faut bien comprendre que le Qatar voulait récemment racheter le château de Versailles, carrément. Et ces investissements passent directement, c'est du géopolitique. Ça passe par le gouvernement français, ça passe par la présidence. Et à ce moment-là, les fonds qui sont débloqués ne vont pas tous à l'achat de ces pierres historiques, mais une grande partie vont dans des poches incertaines. Mais alors attendez, c'est très intéressant ce que vous me disiez, il voulait racheter le château de Versailles, mais on est bien d'accord qu'il en était hors de question, que ça n'a pas pu être envisagé par notre État. Vous savez, ce qui est hors de question hier le devient aujourd'hui. Tout dépend de la géopolitique globale. Et c'est pour ça que quand on considère la France comme une tête d'épingle sur un échiquier mondial, il faut aussi prendre en compte les pressions qui sont exercées sur les gouvernements et sur les dirigeants à tous les niveaux, puisque je parle aussi des corps intermédiaires, députés, sénateurs et toutes les associations qui sont financées à des niveaux incroyables et qui font pression jusqu'au moment où on craque. Mais vous pensez que là, il aurait été possible, une telle vente était possible? Moi, je crois que peut-être justement les choses se font de façon plus insidieuse avec des patrimoines très importants mais moins connus, justement comme celui qu'on cite. Et finalement, Versailles, on va pas y toucher parce que ça reste quand même un énorme symbole français, peut-être un des monuments du patrimoine les plus connus en France. Et en fait, c'est plutôt tout autour que le patrimoine se fait est vendu à la découpe, non? Tout à fait, vous avez absolument raison. Il fallait déjà... Parce qu'en fait, quand un État comme le Qatar ou comme l'Arabie saoudite ou comme d'autres achète un monument, ça devient un asset, c'est-à-dire un actif et qui leur permet de pouvoir déclencher des prêts bancaires et donc de blanchir des fonds qui n'ont pas de provenance bien définie. Par contre, n'oubliez pas ce problème d'ego entre Mohamed Ben Salman et Cher Tamim, l'un en Arabie saoudite et l'autre au Qatar. Ils se font une guerre de cours de récréation et c'est à qui arrivera à acheter la portion la plus représentative. J'ai cité Versailles, mais il y a également sur la table une proposition du Louvre. D'accord, et par qui? Par le Qatar toujours. D'accord. C'est vraiment, on est dans une course à une fièvre acheteuse qui tend à satisfaire les égos des uns et des autres, mais absolument pas une envie d'investir ou de créer une richesse pour leur sol national. Oublions le sol français. Alors, jusqu'à présent, la France, effectivement, est vent debout et refuse, mais quand je vois les fleurons de l'industrie française qui ont été vendus à vil prix, je me dis, il est un jour où un président ou un Premier ministre trouvera tout à fait normal de faire entrer des capitaux pour sauver, entre guillemets, l'idée qu'ils se font de la France. Laurent Izard, c'est un sujet que vous connaissez bien. En effet, les fleurons de l'industrie française, les aéroports, les ports qui sont vendus à l'étranger, c'est toute la stratégie française qui part à l'étranger. C'est toujours la même envie en fait des investisseurs étrangers quand ils viennent chez nous, c'est d'aller toujours plus l'influence politique, géopolitique. Oui, et puis influence économique aussi, parce que il y a manifestement une volonté de s'approprier des pans entiers de notre patrimoine. Et puis aussi, il faut voir qu'il y a par exemple une stratégie de capter les savoir-faire, les
les nouvelles technologies, les brevets. Ouais. Vous savez, le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourcq, a dit que dans les domaines stratégiques de la medtech et de la biotech, 80% des entreprises françaises étaient systématiquement rachetées par des investisseurs étrangers. Vous voyez, donc c'est pas un micro-phénomène, c'est un phénomène global de masse. Ouais. Et vous avez cité les grands groupes. Il suffit de regarder la composition du CAC 40 il y a 40 ans et celle du CAC 40 aujourd'hui. Vous voyez que la plupart des grands groupes qui ont tiré la croissance française pendant les 30 glorieuses ont soit disparu, soit ont été rachetés par des investisseurs étrangers. C'est considérable. Nous perdons en réalité le contrôle de notre patrimoine économique peu à peu. Et puis de notre patrimoine culturel également. Une question, est-ce qu'on est plus, comment dire, on est plus offrant, on laisse notre patrimoine plus ouvert que d'autres pays sur ce sujet? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop naïf sur ces questions-là en France, l'un et l'autre? Alors Laurent Izard, pour commencer. Oui, on est certainement un petit peu naïf en France, mais je suis pas sûr que ce soit seulement une question de naïveté. Vous savez, beaucoup de ventes, par exemple, se font au moment des successions, parce que les familles n'arrivent plus, qui sont propriétaires d'éléments de patrimoine, ne peuvent pas le transmettre à cause d'une fiscalité sur les successions beaucoup trop élevée en France. Et du coup, il y a un impératif de vente, et c'est là qu'arrive l'investisseur étranger. Et parfois de façon insidieuse, hein, parce que parfois c'est via des sociétés écran ou alors via des contrats spécifiques. Et puis tout à l'heure on parlait du Louvre. Sans aller jusque là, il faut savoir par exemple que le théâtre Napoléon III à Fontainebleau, vous savez, a été rénové par un investisseur étranger, l'émir d'Abu Dhabi, et du coup il a été débaptisé. Vous voyez, oui. C'est un processus. Maintenant il s'appelle le théâtre Cheikh Khalifa Ben Saïd Al Nahyan. Tout à fait. Donc vous voyez que c'est quand même un processus qui est très insidieux et contre lequel finalement on est, oui, effectivement assez naïf et surtout assez passif. D'accord, passif. Et de votre côté, Jean-Pierre Marronju, est-ce qu'on est naïf, passif ou est-ce qu'il y a presque autre chose derrière? Alors moi, je ne crois pas du tout en la naïveté des politiques français. La naïveté, ça n'existe pas. La naïveté existe dans la population, où on croit que le Paris Saint-Germain va rendre les ors au football français. En fait, c'est uniquement une affaire de blanchiment d'argent, et depuis le rachat du PSG, des sommes énormes ont été blanchies par ce groupe dont je faisais référence. Je voudrais rebondir aussi sur ce que disait M. Izard sur le savoir-faire. Oui, le savoir-faire quand il s'agit d'investisseurs chinois, russes ou autres qui ont besoin de cette technologie française. Par contre, quand il s'agit de pays comme le Qatar ne produit absolument rien. Le savoir-faire, c'est surtout pour eux du faire savoir. L'Arabie Saoudite, c'est exactement pareil. Il est hors de question pour eux d'acquérir de la connaissance technologique parce qu'ils n'en feront rien, ils ne produisent rien. Et c'est purement de la gonflette d'ego qu'ils développent. Alors non, la naïveté, pour moi, je ne crois pas. Alors, notez aussi que les grandes ventes de patrimoine français se font à des périodes électorales. Alors, à vous d'en tirer les conclusions. Ah non, mais alors, j'aimerais bien que vous nous disiez, vous, quelles conclusions vous tirez, parce que vous dites qu'il n'y a pas de naïveté. Donc, il n'y a pas de naïveté. On vend du patrimoine pour faire entrer des capitaux étrangers dans certaines poches qui sont ensuite réutilisés pour des campagnes frauduleuses et autres. Et si on fait l'historique des ventes, on parlait des hôtels Lambert, on parlait de l'hôtel Lafayette, on parlait des grands magasins, on parlait de l'hôtel Carlton, Martinez, des casinos. Regardez à quelle date elles ont été cédées, même en partie, et on va s'apercevoir qu'il s'agissait toujours de présidentielles, de municipales, de départementales. Et donc tout cet argent-là n'a pas été tracé véritablement par le parquet financier français. Et là, on retrouve ce qu'on peut voir, alors là il s'agit de patrimoine, mais ce qu'on peut voir dans les grandes ventes des fleurons français, notamment Alstom, où il y a quand même maintenant de nombreux documentaires qui nous montrent qu'il y a de l'argent et de conseils en stratégie, tout ça, qui est arrivé dans les poches de beaucoup de Français haut placés, et que finalement derrière cette vente aux Américains, à General Electric, il y avait beaucoup d'intérêts privés français, Laurent Izard. Oui, évidemment, et je pense qu'il y aura des suites judiciaires à cette affaire qui n'est pas close.
Bon, pour avoir une note d'optimisme quand même, il faut savoir qu'il existe actuellement un processus en cours qui vise à racheter Alstom Power à General Electric, et c'est intéressant. Hein. Bien sûr. Frédéric Pierucci s'est battu beaucoup. Hein, le cadre d'Alstom qui avait été emprisonné aux États-Unis s'est battu pour ça. Et puis, je pense qu'il y a une volonté aujourd'hui de reconstituer la filière nucléaire, ou au moins de revenir à une certaine souveraineté. Mais on en a fait un fer de lance. Mais est-ce que finalement, il ne faut pas renverser complètement la balance sur ces sujets-là aussi ? Je pense que le fond du problème là-dessus, c'est une question de définition du périmètre de notre souveraineté nationale, si vous voulez. Mais rien que la vente d'Alstom Power, vous savez, les Américains peuvent mettre la France dans le noir du jour au lendemain, en réalité. Tout à fait. Et ça, c'est extrêmement ennuyeux. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a eu quand même une évolution, je pense, assez intéressante, parce que tous nos politiques parlent de souveraineté, de réindustrialisation. Après, il faut voir ce qu'il y a derrière, il faut voir ce qui sera fait, mais le discours a changé déjà. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Je pense que le débat de demain, c'est de savoir quel sera le vrai périmètre des entreprises stratégiques que nous devons protéger face aux investisseurs étrangers. Oui, mais Laurent Isard, vous dites que le discours a changé, mais est-ce que ce n'est pas un discours de façade? Parce qu'on voit bien que malgré tout, les ventes, et on le voit encore un exemple aujourd'hui avec l'exemple que je vous cite, mais en effet, vous citiez avant le théâtre de Napoléon III et de Fontainebleau qui a été rebaptisé parce qu'un mécène est arrivé et passé par là. Est-ce que finalement, tout ça, ce n'est pas que de la façade, et derrière, petit à petit, pierre par pierre, nous continuons de perdre de magnifiques patrimoines français qui sont en plus des instruments de soft power, comme vous l'expliquez l'un et l'autre, Jean-Pierre Marron-Deju. Oui, tout à fait. C'est le véritable danger, c'est de se retrouver un jour locataire de notre pays, alors que toutes les infrastructures appartiendront à l'étranger. Mais je crois sincèrement que c'est une volonté idéologique qui a été lancée il y a plus d'une quarantaine d'années maintenant, et on commence à en toucher les limites aujourd'hui. Alors, une question finale pour l'un et l'autre. Est-ce que finalement, et ça ne doit pas être même un sujet de débat électoral pour les présidentielles, est-ce qu'il ne faut pas mettre des limites claires à la vente du patrimoine français, qu'il soit économique ou culturel? Laurent Isard, pour commencer. Écoutez, il y a quand même eu des progrès, notamment de nature juridique. Aujourd'hui, Bercy peut bloquer un investissement étranger d'une entreprise française qui présente un intérêt stratégique. Ce processus juridique existe. Il est encouragé, même ça c'est tout à fait nouveau, par l'Union européenne, hein, qui a changé de point de vue, je dirais, totalement. Maintenant, encore faut-il avoir une volonté politique de mettre en œuvre, vous voyez, ces garde-fous. Or, moi, ce que je constate, c'est que on a très très peu d'exemples dans lesquels Bercy a bloqué un investissement étranger. Souvent, il y a des négociations, il y a un accord donné par Bercy, moyennant un certain nombre je dirais, d'engagements de la part d'investisseurs étrangers, investissements qui sont rarement tenus et que nous n'avons pas les moyens de contraindre. Donc, le processus, les verrous pour existent, mais ils sont mal utilisés. On n'est pas très efficace là-dessus. D'accord. Et vous, Jean-Pierre Marron-Deju, le mot de la fin sur peut-être que ça doit être aussi une des questions importantes des élections présidentielles? Alors, complètement. Et la première question à poser, c'est oui, les verrous existent, mais ces verrous-là sont manœuvrés par des hommes. Et tant qu'il n'y aura pas de contrôle derrière ces mains qui activent les verrous, on ne pourra pas réellement appliquer nos lois et nos procédures. Ensuite, je crois qu'il faut, en matière d'investissement, sur tout ce qui concerne le patrimoine français, il faut une préférence nationale d'abord. Tout à fait. Oui. Je vous donne un exemple. La France est la sixième puissance mondiale, la Chine la deuxième, et récemment la France vient d'envoyer pour le développement de la Chine près de 6 milliards d'aide au développement. Je pense que cet argent aurait mieux été utilisé, d'autant plus que l'on est en position d'infériorité par rapport à la Chine, mieux utilisé à sauver notre patrimoine qu'à le dispenser pour faire plaisir à la Chine ou à d'autres pays. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites encore une fois, Jean-Pierre Marron-Deju. Il serait bon de commencer à servir nos propres intérêts avant d'aller servir ceux des pays étrangers, surtout la Chine qui n'en a pas vraiment besoin. Merci beaucoup à vous deux. En tout cas, Laurent Isard, je rappelle, normalien agrégé de l'Université en économie et gestion, diplômé en droit de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de ce livre qui est vraiment une référence sur le sujet La France vendue à la découpe aux éditions L'Artilleur. Et puis donc Jean-Pierre Marron-Deju, vous êtes ingénieur, vous avez travaillé au Qatar.
Vous avez même été emprisonné près de 5 ans dans ce pays. Vous le racontez dans plusieurs livres. Aussi noir que soit ma nuit, je reviendrai vers toi aux éditions des Nouveaux Auteurs. Captif avec un cul comme Qatar. Un Français otage du Qatar aux éditions Nouveaux Auteurs. Et ou incarcéré avec un INQARSCERE aux éditions Nouveaux Auteurs également. Merci à vous deux en tout cas pour cette table ronde assez révélatrice de ce qui se passe autour